à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'École du futur. Au programme aujourd'hui, le prix de thèse du ministère des Armées vient de fêter ses 20 ans. Pour l'occasion, il s'allie à celui de l'enseignement supérieur et de la recherche pour décerner une nouvelle édition. On la suit évidemment dans Génération Talent. Gaël Musquet, unité derrière la tech, et ça tombe bien parce que tu vas nous parler d'un logiciel qui peut remixer littéralement n'importe quelle modélisation ou animation 3D. Il s'agit de Blender. C'est devenu la référence du secteur. Oui, complètement. C'est le logiciel libre par excellence quand on parle d'animation 3D, et on verra à quel point en à peine 30 ans, il est devenu une référence majeure du secteur. Joyeux anniversaire Blender. Nos questions du jour. La première, l'éducation est-elle un service comme un autre? Une académie vient de rendre son baromètre de la satisfaction clients et collaborateurs en s'intéressant pour la toute première fois au secteur. Cette académie, c'est la vôtre, Jean-Jacques Gressier. Vous êtes fondateur et président de l'académie du service. Vous nous direz comment profs et élèves notent leurs propres écoles. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis, on va tenter de résoudre une équation à deux inconnus, parents et salariés. Est-ce qu'on peut en faire un combo gagnant plutôt qu'un synonyme de burn-out annoncé? Estelle Jouan-Roulin, vous êtes la présidente de La Caravane Conseil, l'agence qui aide justement les entreprises à prendre soin de leurs salariés et parents. On va voir avec vous comment en faire un driver d'engagement, tiens, justement pour les entreprises. Bonjour. Exactement, bonjour Marjorie. Mais d'abord, focus. Depuis 2002, le ministère des Armées fait équipe avec celui de l'enseignement supérieur et de la recherche pour remettre le prix de thèse. Fin décembre, 3 jeunes chercheurs ont été récompensés pour leurs travaux. Ils constituent un véritable apport pour la communauté scientifique. Xavier Terrat vous présente ces 3 thèses en 2 minutes, top chrono. Jérémy Anger, Michele Del Mastro et Jordan Erhardt sont les 3 lauréats du prix de thèse 2022 remis par le ministère des Armées et le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche le 5 décembre. Une distinction qui existe depuis 20 ans. Docteur au Centre Borelli de l'Université Paris-Saclay, Jérémy Anger a été distingué pour sa thèse baptisée « Une exploration du défloutage d'images et vidéos, les détails qui font la différence ». Une étude qui devrait permettre notamment des améliorations en reconstruction 3D et en reconnaissance d'objets. La restauration d'images, à travers des méthodes numériques, va permettre l'exploitation d'images acquises dans des conditions de plus en plus extrêmes. Par exemple la photographie de nuit ou pour des clichés pris depuis l'espace. Le gain offert par notre méthode permet notamment d'améliorer la précision d'algorithmes appliqués ultérieurement, par exemple la reconstruction 3D ou la reconnaissance d'objets. Et ça va également permettre aux opérateurs humains qui analysent ces images d'avoir des photographies de plus haute qualité. Michele Del Mastro a lui été récompensé pour sa thèse intitulée « Antenne à double polarisation pour communication satellitaire », une étude cofinancée par la région Bretagne et menée à l'Institut d'électronique et des technologies du numérique du CNRS. L'idée est de permettre à chacun d'accéder à Internet partout sur la planète est rendue possible grâce à l'utilisation d'un terminal d'antenne qui est en fait une antenne active. Le concept d'antenne proposé dans ma thèse est donc un bon candidat pour proposer une solution alternative, en réduisant du coup les coûts de production énormément. Enfin, Jordan Erhardt a reçu le prix de thèse 2022 pour allumage laser de poudre propulsive à vulnérabilité réduite, influence du taux de nitrocellulose sur les conditions de pyrolyse et d'inflammation. La compréhension des phénomènes physico-chimiques relatifs à l'allumage des poudres propulsives permettra de savoir initier de manière certaine une charge propulsive lors d'un tir, tout en limitant les allumages non souhaités durant la manutention, le stockage ou le transport d'une munition. Le choix de cette étude réalisée au sein du laboratoire Prism rappelle que c'est bien le ministère des Armées qui remet cette distinction. Des thésards qui ont du talent, on espère que l'édition 2023 mettra aussi les thésards 2 à l'honneur. Tout de suite, on va se poser une question. Élèves, profs, est-ce qu'ils sont satisfaits par le secteur de l'éducation? C'est le talk, première partie. Et avec nous aujourd'hui à nos côtés, Estelle Jouan-Roulin, vous êtes la présidente de La Caravane Conseil. C'est une agence qui va aider les entreprises à prendre en compte la parentalité de leurs collaborateurs et collaboratrices. On y revient dans un instant. Jean-Jacques Gressier, vous êtes le fondateur et CEO de l'Académie du service. C'est une académie qui, depuis 2014, mène un baromètre tous les ans pour justement aller auditer la satisfaction à la fois des clients et des collaborateurs. On va revenir, sans trop de jargon, made
d'une entreprise à ce que ça signifie pour de vrai, en effet. Vous avez inspecté pour cette édition 2023, qui paraît justement cette semaine, 14 secteurs, des secteurs majeurs de l'économie française. Et pour la première fois, vous vous êtes intéressé à l'éducation. Pourquoi ? Alors on s'est intéressé à l'éducation parce que des acteurs de l'éducation sont venus nous demander de les aider à améliorer l'expérience de leurs étudiants et aussi l'expérience de leurs collaborateurs. Oui, parce que ce qui est intéressant avec votre baromètre, c'est que vous allez pouvoir tester sur 11 différents items la satisfaction clients et collaborateurs. Quand on parle d'éducation, on imagine bien que les clients, ce sont les élèves, les apprenants, et côté collaborateurs et collaboratrices, les profs. Les profs et le personnel également administratif, on pourrait dire, pour parler large, parce qu'ils jouent un rôle très important dans l'expérience des étudiants. Si vous n'avez pas votre carnet de notes, ce n'est pas la faute du professeur, mais ça peut être la faute de l'administration au sens large du terme. Donc on analyse l'engagement des professeurs, et c'est un vrai sujet, et ils ont des statuts différents, et ça on pourra y revenir, mais aussi de l'ensemble du personnel de présence sur une école. Oui, c'est vrai que c'est autant de trajectoires pour pouvoir servir le milieu de l'éducation que de statuts aussi différents pour ces professeurs et pour ces personnels de l'écosystème de l'éducation. D'abord, si je vous dis satisfaction client, Estelle, pour vous, c'est très clair ? Oui, pour nous, c'est effectivement très clair. Vous le définissez comment ? Alors nous, on travaille avec des entreprises qui se trouvent face à des problématiques de parents salariés qui n'arrivent pas à se projeter en tant que parents dans leur entreprise. Il faut agir rapidement avant de faire face à des démissions pour retenir ces collaborateurs-là. La satisfaction client, elle va se mesurer avec le baromètre parentalité qu'on met en place tous les ans dans les entreprises avec lesquelles on travaille, afin de mesurer l'impact des mesures qu'on a mises en place pendant l'année. Donc Gaëlle, si moi je te demande un synonyme de satisfaction client, tu me réponds quoi ? Parce qu'on en parle beaucoup dans l'économie numérique de la satisfaction client, ça s'appelle l'UX notamment. L'expérience utilisateur, en gros, pour moi, déjà sur les publics sur lesquels je vais avoir à intervenir, souvent des collégiens, des petits piou-piou. Est-ce que j'arrive déjà à retenir leur attention ? Est-ce qu'ils rigolent, des blagues que j'essaie de lancer comme ça. Donc voilà, pour moi, ça va être ça. Ça va être vraiment voir un peu ce qu'ils retiennent des interventions qu'on peut avoir sur des sujets qui sont parfois complexes et qu'ils doivent pouvoir, en théorie, me résumer ou en tout cas avoir envie de s'exprimer quand je leur propose des thèmes de réflexion. Jean-Jacques, vous avez une très belle façon de définir cette satisfaction client à l'Académie du service. Vous parlez avant tout d'un lien émotionnel. Oui, tout à fait. Toutes les études que nous menons montrent en fait que la satisfaction client, qu'on appelle souvent l'expérience client, en fait c'est la mémoire émotionnelle que nous en gardons. D'ailleurs, si vous faites l'exercice vous-même de vous souvenir de la dernière fois où vous avez été enchanté, vous verrez qu'on a satisfait vos émotions, on vous a reconnu dans votre unicité, et c'est ça qui fait que vous vous souvenez positivement de l'organisation qui vous a apporté le service. Donc la question, si on transpose encore une fois, avec cette nouvelle édition de votre baromètre au secteur de l'éducation, qu'est-ce qui va donner ce supplément d'âme, cette émotion qui va faire qu'on va se sentir particulièrement attaché à son école, à ses profs, pas que ? C'est tout ce qu'on va y vivre en tant qu'expérience. Alors ça peut... L'expérience, elle commence même au moment du recrutement dans une école. Quand vous êtes accueilli pour la première fois parce que vous hésitez entre telle ou telle école, la façon dont on va vous raconter l'histoire, vous accueillir, c'est le début déjà d'une expérience qui va s'écrire. Le jour de la rentrée, comment vous êtes accueilli. Et puis après, chaque jour, comment vous interagissez avec soit les gens d'administration, soit les professeurs. Et aujourd'hui, on voit bien que ce système de l'éducation, et je parle là plus de l'éducation post-bac, c'est plus facile pour expliquer mes propos, c'est qu'on a quand même des élèves qui au départ ont parfois le choix entre telle ou telle école, et après sont quand même très soucieux de tous les jours de se dire est-ce que l'enseignement que je reçois me prépare à rentrer dans la vie active dans les meilleures conditions possibles. Alors c'est fondamentalement important quand on choisit une école, notamment privée, post-bac. Est-ce que c'est aussi le cas quand on choisit plutôt de s'orienter dans l'université, dans l'enseignement public ? Oui, parce que je pense qu'en fait, il y a beaucoup d'élèves aujourd'hui qui font le choix d'aller de l'un à l'autre ou de l'un ou vers l'autre, mais en fonction de la projection qu'ils ont sur leur avenir professionnel. Et de plus en plus de facultés font des formations en alternance, par exemple. Ce n'est plus le domaine réservé des écoles professionnelles ou des écoles de commerce post-bac, pour prendre un exemple. Et est-ce que ces clients étudiants et étudiantes-là en demandent autant à l'université publique qu'aux écoles privées ? Oui, alors ça, je pense qu'il faut... Dans tous les commerces, et on peut parler, et je vais oser dire que c'est un commerce, parce qu'il y a une prestation qui est payée, qui est financée, les clients, donc là c'est les élèves, ont les mêmes attentes, quel que soit le système qui les sert. Ils essayent de choisir le système qui leur correspond le mieux.
ça c'est vrai, mais ça ne joue pas sur leur niveau d'attente. Que je sois à l'université ou que je sois dans une école post-bac privée ou pas, je veux être parfaitement préparé à ma future vie active, qu'on m'aide à y mettre un pied. Souvent, l'alternance permet de faire ça. Mais l'élève, mais comme les clients dans d'autres secteurs, ne comparent pas les systèmes entre eux. Ils ont un besoin et ils regardent si ce besoin est satisfait par l'entreprise qu'ils ont choisie. Là, on parle bien d'éducation pour des gens qui ont pu choisir l'école à laquelle ils s'adressaient. Estelle, j'ai envie de vous faire réagir à cette proposition, en tout cas celle de l'Académie du service. L'éducation, c'est un marché comme un autre, c'est un service comme un autre. Oui, effectivement, je pense que c'est aujourd'hui le cas dans la mesure où je pense que les étudiants sont assez inquiets quant à leur avenir, donc ils essayent d'optimiser au maximum aussi bien le développement de leurs soft skills que l'éducation qu'ils reçoivent et la manière qu'ils ont de se préparer à leur avenir. Et donc, du coup, il faut qu'ils puissent en tirer le meilleur parti possible. On va s'intéresser à l'autre côté de votre baromètre, l'expérience collaborateur et leur satisfaction. Là aussi, docteur Gressier, c'est quoi la satisfaction collaborateur exactement? La satisfaction collaborateur, c'est vraiment un élément fondamental. Et d'ailleurs, nous, on a toujours, puisqu'on est porteur d'un concept qui s'appelle la symétrie des attentions, et depuis notre origine, on sait bien que si on veut améliorer l'expérience client, il faut améliorer l'expérience collaborateur. Et je dirais aujourd'hui, vu ce qu'on est en train de traverser dans notre société, et peut-être que c'est une très bonne chose, l'expérience collaborateur, des fois, est plus importante aux yeux de l'entreprise que l'expérience client, parce que l'expérience client va découler de l'engagement des collaborateurs. Mais l'expérience collaborateur, c'est quoi? C'est la même chose. C'est le souvenir émotionnel que vous vivez avec toutes vos interactions vis-à-vis de l'entreprise. Ça commence aussi, comme je le disais tout à l'heure, avec votre embauche, quand vous arrivez le premier jour. Et puis chaque jour, est-ce que vous vivez une situation où vous avez le sentiment de bien faire votre travail, parce que l'ensemble des collaborateurs veulent bien faire leur travail? Est-ce que votre entreprise... On l'espère en tout cas. On l'espère en tout cas. Mais c'est vrai, mais il faut croire à ça, parce que si on commence à douter de la volonté d'engagement et la fierté que les gens peuvent avoir de bien accomplir leur mission, on va se tromper de combat. Non, les personnes veulent bien faire des choses, et ce qui va faire qu'ils vont être engagés, c'est quand ils vont se rendre compte que tout le système à l'intérieur duquel ils travaillent leur permet de donner le meilleur d'eux-mêmes pour accomplir complètement la mission qui est la leur, qui souvent a du sens pour eux. Et je pense que les gens qui travaillent dans l'enseignement, ils n'y sont pas par hasard. Certainement. Ils veulent transmettre, ils veulent préparer les jeunes à l'avenir. Et quand ils vivent une expérience qui fait qu'ils vivent plus des difficultés pour le faire que de l'aide, à ce moment-là, ils peuvent se désengager. Mais c'est vrai dans tous les secteurs d'activité. Ce n'est pas propre à l'éducation. Mais l'éducation donne un sens particulier, encore une fois, à ces métiers et à leur engagement. Cette expérience collaborateur et collaboratrice, ça a été pendant longtemps, en entreprise en tout cas, l'apanage de la communication interne, où on essayait de faire prendre conscience, en effet, aux salariés, qu'ils étaient les ambassadeurs sur le terrain des produits, de la marque de l'entreprise elle-même. Plus, si je comprends bien, plus un collaborateur ou une collaboratrice va être engagé, va être satisfait, va être heureux de participer aux missions de cette entreprise, plus il va pouvoir rendre aussi ses clients heureux. De toute façon, c'est une évidence. Toutes les études qu'on fait montrent qu'il y a une symétrie. C'est pas par hasard qu'on a appelé ça, que plus vous avez des collaborateurs engagés, plus vous avez des clients contents. Et il y a même, on dit même parfois, si vous voulez faire qu'une seule étude, mesurez l'engagement de vos collaborateurs et de fait, vous savez que vos clients sont contents. Donc c'est vraiment, c'est presque une loi mathématique. En tous les cas, c'est deux courbes qui sont complètement parallèles et qu'il faut observer tous les jours, parce que la satisfaction des collaborateurs, leur engagement, ça se gagne dans une attention qu'on leur porte au quotidien, comme l'attention qu'on porte au quotidien à ses clients. C'est pas une fois par an qu'il faut regarder ça. Il faut mesurer cet engagement tous les jours. Est-ce qu'hier, mes professeurs, pour prendre cet exemple, ont pu accomplir leur mission de telle façon qu'ils étaient fiers d'eux-mêmes quand ils sont rentrés le soir à la maison. Et ça se joue chaque jour. Le diable est dans les détails de ce point de vue-là. D'autant plus, en effet, sur ce secteur-là. Estelle, je vais m'inspirer de votre ancien métier pour ma prochaine question. Je sais que vous avez été directrice artistique dans le milieu notamment du marketing et du packaging, pour ne pas le nommer. Est-ce que parfois on peut ripolliner l'image de marque d'une entreprise pour faire croire à ses collaborateurs, à ses collaboratrices qu'il y a des raisons d'y croire ? Et forcément, l'entour de bâton est d'autant plus grand quand ils se rendent compte que les valeurs n'ont pas été tenues par leur entreprise de rattachement. Alors oui, on peut essayer. Mais ça fonctionne de moins en moins. Et je rejoins totalement Jean-Jacques quand il dit que l'attention portée aux collaborateurs, c'est tous les jours. Moi, il n'y a rien qui m'énerve plus que la semaine de la parentalité. Donc on y arrive, c'est du 9 au 13 mai. On n'est pas parents du 9 au 13 mai. On est parents du 1er septembre au 31 août avec les vacances. Comme la Journée internationale des femmes, par exemple. C'est marrant, c'est ça toute l'année aussi. C'est exactement ça. Donc en fait,
nous, on s'est intéressé à la satisfaction collaborateur sur une niche très précise qui est celle de la parentalité, parce que effectivement, encore une fois, comme disait Jean-Jacques, les collaborateurs aujourd'hui, ils sont engagés dans leur métier. Ils ont envie de bien travailler. Comment est-ce qu'on peut arriver à bien travailler quand l'école nous a appelés parce qu'on a un enfant qui s'est cassé le poignet, quand le mercredi après-midi... le cours de judo fait grève, quand il y a des vacances qui reviennent toutes les 6 semaines. Et ben voilà, nous, on intervient justement sur ces sujets-là, en formant les managers, par exemple. Donc ça, c'est un exemple total de l'anti-bullshit de la parentalité fake. En formant les managers, en fait, je ne pense pas qu'il y ait des mauvais managers. Quand on va annoncer sa grossesse à un manager, il y a 40% des femmes qui ont peur de cette démarche-là. Les managers qui réagissent en disant « Ah bah franchement, ça ne m'arrange pas », ce n'est pas des mauvais managers, ils sont juste pas formés à accueillir cette nouvelle-là. Ils ne savent pas comment l'interpréter. Le 8 mars, il y a eu une loi qui a été votée pour lever la carence de la fausse couche. Un manager à qui on annonce une fausse couche, mais s'il n'y est pas préparé, il tombe de sa chaise. Il ne sait pas comment réagir. Il y a des chances qu'il soit maladroit. Il y a des chances que la collaboratrice soit profondément heurtée parce qu'elle traverse une situation hyper douloureuse. Donc, en formant les managers, on arrive à vraiment mettre l'entreprise dans une autre démarche et dans une autre culture. Et c'est très récent qu'on s'intéresse à la vie personnelle des collaborateurs. Et heureusement qu'on y est. Et ce qui est intéressant, je reprends le fil de ma question sur la communication interne qui transforme en effet ces collaborateurs et ces collaboratrices en ambassadeurs même de leur entreprise, c'est qu'aujourd'hui, finalement, cette fonction-là, la façon aussi de coacher ces managers, mais aussi l'ensemble des salariés de ces entreprises, elle a évolué vers les fonctions RH et people. Aujourd'hui, on les appelle comme ça. Ce qui veut dire qu'on prend de plus en plus aussi cette dimension humaine en compte. Évidemment, on va travailler avec des talents, mais ces talents, ce sont des êtres humains avant tout. Oui, dont il faut s'occuper, qu'il faut aider chaque jour à avoir plus d'aisance dans le métier qu'ils réalisent. Et on voit un mouvement qui est en train de s'amplifier dans beaucoup d'entreprises. C'est-à-dire que de plus en plus, on trouve des personnes qui sont responsables de l'expérience client et de l'expérience collaborateur en même temps, parce que c'est plus le domaine des ressources humaines, c'est plus les domaines du marketing, ça devient un sujet global de l'entreprise, et si elle ne le prend pas dans sa globalité et dans son intelligence, avec un regard qui prend en compte toutes les parties prenantes, parce que ce qu'on dit là vaut aussi pour les partenaires qui nous permettent d'accomplir le service. Est-ce que l'ensemble du système, à la fois prend soin des gens qui interagissent pour les clients et prend soin aussi des clients? Bonne nouvelle, ça veut dire que vous avez eu raison avant tout le monde avec l'Académie du service de pouvoir justement étudier de très près, avoir ces données très fiables sur la satisfaction à la fois des clients et des collaborateurs. Justement, on va mettre fin à ce suspense. En matière d'éducation, aujourd'hui, vos résultats, ce sont lesquels ? Ils ne sont pas bons. Ah, dommage. Ils ne sont pas bons. J'étais pleine d'espoir pourtant. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'on peut progresser. Faut pas non plus, faut pas se flageller parce que les résultats d'un secteur ne sont pas bons. Et puis dans ce secteur, comme dans d'autres, il y a des gens qui sont excellents. Donc c'est comment on peut apprendre d'eux pour transformer, on va dire, l'image de l'ensemble du secteur. Mais effectivement, cette année, dans notre baromètre, on a introduit 3 secteurs nouveaux parce que on recevait des demandes d'aide d'acteurs de ce secteur. Il y a les fonctions publiques. Elle n'a pas on des imagine clients. Qu'elle n'est pas extrêmement bien notée cette année. Elle n'a pas de clients, elle appelle ça des usagers. Mais les usagers de la fonction publique, ils veulent être servis comme un client, parce que le fait que ce soit un monopole même les rend plus exigeants, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On a aussi interviewé cette année tous les métiers de la santé, qu'on parle d'hôpitaux ou d'EHPAD, qui sont aussi des métiers en souffrance, et puis le monde de l'éducation. Ce qu'on constate, c'est que ces 3 métiers, qui sont au début, pour moi, même s'il y en a qui ont commencé à se transformer depuis longtemps, qui sont complètement au niveau du secteur, au début d'une vraie transformation, on constate 2 choses. C'est que d'abord, les scores de satisfaction des clients, même si on ne les appelle pas comme ça, parce qu'on les appelle des usagers ou des citoyens quand on est dans un monopole d'État, la satisfaction n'est pas bonne. Elle est globalement, je vais prendre une note moyenne, nous on considère que la satisfaction commence à être positive quand notre barème nous met une note à plus de 55. Dans ces secteurs-là, la note est plutôt à 40-45. Mais ce qui est aussi intéressant dans le baromètre qu'on a fait cette année, c'est qu'on a regardé la satisfaction des clients, tous secteurs confondus. Elle n'a pas augmenté. C'était entre 2022 et 2023. Elle n'a pas augmenté, alors que beaucoup d'entreprises ont fait des choses remarquables pour aller vers le mieux. Mais ce qu'il faut intégrer dans ce système-là, c'est que c'est une course de vitesse, parce que l'exigence des clients, qu'ils soient citoyens, élèves, peu importe comment on les appelle, elle augmente tous les jours, parce que
la personne humaine est collectionneur d'expériences que j'ai bien vécu quand je m'adresse à un commerce où je le sois. J'ai envie aussi de le retrouver quand je suis servi par une entreprise qui est en situation de monopole. Donc, flat, pas de progression de la satisfaction des clients, et en revanche, un effondrement de 12 points de la satisfaction des collaborateurs. Bon, jusque-là, on est à mi-parcours de cette émission. On va faire une petite pause pour se remettre de ces chiffres, parce que quand même, ils sont en train de, un petit peu de nous interloquer ici sur ce plateau. On a bien compris, en tout cas, à ce stade, que l'expérience, finalement, collaborateur-client, c'est comme la confiance. Ça met très longtemps à se bâtir, mais ça peut se perdre en une fraction de seconde. On va y revenir dans la deuxième partie de cette discussion, mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète web. Et c'est le zap du toujours très satisfait Édouard Deniau. Hey, this is Trisha Fiegelstad's business card. Take a moment and explore some of those websites and links on the edge there, you know, over there. And see some of the ways that you can integrate technology and art into your lessons. Mano para arriba todo el mundo. Allá vamos. Vamos allá. ¿Cómo dice? Something's got Jesus. Damn happening. Jumping Jehoshaphat, we're out of this world, and not in the same chassis we left in. As curious as to where and when that fragment took us is how, son. You see, we're commandeering a person in this continuum, not unlike the way. Hi there. Today I'm going to show you how you can tune physics so you can make your own tennis ball. Alright, so I already modeled my ball so we can jump straight into the physics editor. Now with the push of a button you can enable physics, and most of the time that's all you'll ever need to do. But we are making a ball and Vous êtes de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie d'Estelle Jouan-Rollin pour la Caravane Conseil, toujours en compagnie de Jean-Jacques Gressier pour l'Académie du Service. Vous savez, aujourd'hui, on passe en revue ces nouveaux drivers d'engagement qui font aller un petit peu mieux, en tout cas la satisfaction collaborateurs et clients, et on envisage le monde et le mode aussi de l'éducation comme un service à part entière. On est aussi avec Gaël Musquet, et ça tombe très bien parce que Gaël a une idée derrière la tech. Et Gaël, aujourd'hui avec toi, c'est un remix de chronique au premier sens du terme, puisque tu vas nous parler d'un logiciel libre qui est littéralement partout. Il s'appelle Blender. Tout à fait. C'est même l'histoire d'un logiciel qui est repris par ses clients. Tiens, ça peut-être peu raccord avec Tout à fait. avec l'émission. Satisfaction maximum. Exactement. Donc Blender, c'est un logiciel de rendu, un logiciel d'animation, un logiciel de modélisation 3D. Par excellence, parce que depuis 1989, il a réussi à convaincre les plus grands studios du jeu vidéo, de l'animation, comme Ubisoft, comme Epic Games, des industriels qui fabriquent des cartes graphiques et des coprocesseurs comme Nvidia. Et depuis 34 ans, ça fait quand même une petite éternité dans ce milieu du logiciel. 34 ans, c'est un bel âge de maturité, mais il s'est fait une place de choix dans l'univers 3D qui est extrêmement concurrentiel, qui est
dominé d'ailleurs même par de grands noms comme Autodesk, qui produit le logiciel Softimage, Motion Builder ou Maya, qui sont utilisés par les plus grands studios comme Pixar par exemple, ou After Effects, animé d'Adobe, donc qui est aussi un des grands acteurs Adobe de ce milieu, ou Lightwave 3D de New Tech. Et on imagine, ça peut être compliqué pour un nouvel arrivant comme ça d'essayer de grappiller des parts de marché au fur et à mesure du temps face à ces gros géants, mais il a réussi à le faire, Blender. Ouais, n'empêche que ce petit poussé, maintenant, est devenu une véritable alternative aux géants, là aussi, du logiciel d'animation et de modélisation 3D. Comment ? Eh bien, en fait, au-delà du logiciel, c'est vraiment une communauté. C'est la communauté Blender qui a fait de ce logiciel un logiciel déjà très modulaire et extrêmement puissant, parce que ce n'était pas bien parti pour Ton Roosendaal, qui est le créateur de Blender, qui est un Néerlandais. Il a commencé à développer Blender en 1988 au cœur des studios néerlandais Neo Geo BV. Et donc, ce logiciel est né sur les fameuses machines Amiga, qui sont les premières machines pratiquement des personnes qui ont eu pour la première fois des ordinateurs personnels. C'est une marque qui a été extrêmement aussi utilisée par les gamers. Et très vite, il a voulu mettre à disposition ce logiciel. Il l'a fait au début gratuitement. La communauté s'est plutôt bien développée, mais malheureusement, ça n'a pas forcément toujours été couronné de succès, malgré le fait que Blender ait été accessible sur des systèmes d'exploitation libres, comme FreeBSD, comme GNU Linux. Il a été très vite aussi disponible sur les stations graphiques Silicon Graphics. Mais ça s'est gâté parce que Ton a voulu passer en fait l'ensemble de ces logiciels sur une nouvelle société, Not a Number, qui a été un échec commercial à partir du moment où il a voulu commercialiser les licences. Il fallait rester en open. Et donc, c'est ce qu'il a réussi à faire en demandant aux investisseurs qui avaient investi dans Not a Number, de récupérer en fait la propriété intellectuelle, les licences en fait de ce logiciel pour 100 000 €. Il a réussi à récolter, grâce à du crowdfunding, à une levée de fonds auprès des utilisateurs et de la communauté de Blender, la moitié de la somme en moins d'une semaine. Et le 13 octobre 2002, donc somme bouclée, accords commerciaux et juridiques conclus. Il publie le code source de Blender sous licence libre, sous la licence GPL, la même que le noyau GNU Linux. Il fonde aussi la fondation Blender, dont il est encore aujourd'hui le président. Et il permet en fait à une communauté vraiment d'utilisateurs, une communauté de développeurs, désormais internationaux, puisqu'il a traduit ce logiciel, il a ouvert en fait les portes des usagers de ce logiciel, et même de pouvoir accéder à toute cette puissance de ce logiciel. Un logiciel, une fondation, un écosystème, si je comprends bien. Complètement, c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Blender, au-delà du code source que l'on peut télécharger, au-delà de ces développeurs qui sont fédérés, c'est la fondation de Blender, elle a réussi depuis 2007 à assurer la promotion de ce logiciel grâce en plus à l'Institut Blender, qui est le premier studio de production de films et de jeux vidéo libres. Et grâce à la qualité du logiciel, grâce à la qualité des tutoriels en fait, qui ont été produits, mais ils ont prouvé à une industrie qui est quand même extrêmement polarisée sur le rendu. Si vous n'avez pas de belles images, si vous n'avez pas de beaux films, de belles animations, votre logiciel, il a beau être le meilleur, c'est compliqué de le vendre parce que derrière, on ne voit pas les résultats. Eh bien, l'Institut Blender, c'est un peu ça. C'est au-delà du logiciel, arriver à faire la promotion grâce à ces différentes scènes, même des tutoriels, mais des courts-métrages réellement qui ont été produits. Le premier, c'est Elephant Dream en 2006, Pluie féroce, Big Bug Bunny en 2008, qui a été extrêmement populaire. Big Bug Bunny, ça a été un des courts-métrages les plus populaires. Tears of Steel 2012, Cosmos, Landromat en 2015, Spring en 2019, et le dernier, Sprite Fright, qu'on a vu à l'image tout à l'heure, 2021. Spider-Man 2 est le premier long-métrage à utiliser Blender. Donc dans l'industrie, là, il y a vraiment une lettre de noblesse.
Il y en a même un film français aussi, d'Yvon Lemoine en France, pour Vendredi ou un autre jour, qui est le premier long métrage français et même mondial, qui a utilisé aussi, là pour le coup, vraiment dans le cadre du film, ce logiciel. Et donc, si vous voulez vous y mettre vous aussi, Blender, c'est blender.org, tout simplement. Vous avez tous les liens, les logiciels, les scènes, les tutoriels pour pouvoir vous y mettre. C'est une superbe occasion aussi, opportunité de découvrir ce fabuleux monde de l'animation. Estelle, Jean-Jacques, vous y mettez dès demain, j'imagine. Absolument. Sans aucun doute. Voilà. Mais j'en étais On fait beaucoup certaine. de supports vidéo pour former les collaborateurs au comportement. On ne manquera pas de s'intéresser à cette solution. Mais je voulais dire, par rapport à ce que vous avez dit, il y a une chose qui a retenu mon intérêt, c'est quand vous parlez de ce succès, vous parlez bien d'un succès qui est technologique, mais aussi des succès au travers de la communauté, qui est un succès dans les rapports humains. Et nous, c'est une des dimensions de notre symétrie, c'est justement l'harmonie des expériences numériques et humaines. Et on voit bien qu'il y a des fois des améliorations numériques qui ne fonctionnent pas parce que les gens l'ont regardé uniquement sous l'angle de la technologie et non pas sur l'angle de l'accompagnement humain que nécessite toute innovation technologique. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. Et justement, je vous emboîte le pas, Jean-Jacques, parce qu'on a longtemps parlé de transformation numérique, de transition numérique et digitale au sein des entreprises, que vous connaissez tous les deux par cœur. Aujourd'hui, est-ce que la nouvelle étape de cette transfo digitale, c'est la transfo sociétale, justement, des boîtes ? Moi, je pense que c'est absolument le cas et qu'on a la chance, depuis 2020, de prendre en considération aujourd'hui l'humain en tant que tel. Aujourd'hui, il y a près de 70% des collaborateurs qui attendent de leur entreprise qu'elle prenne en considération leurs engagements, donc personnels, que ce soit politiques, associatifs, familiaux. Moi, je vous parle des parents, mais on peut parler des aidants. Et aujourd'hui, on arrive à une situation où enfin on peut vivre sa vie de parent et vivre son engagement professionnel sans culpabiliser, sans laisser à la porte de son entreprise toutes les problématiques auxquelles on a fait face depuis, je sais pas, la nuit dernière, la semaine dernière, etc. Et ça, je pense que c'est un gros progrès et les jeunes générations l'ont complètement compris. Aujourd'hui, les jeunes générations, elles refusent de sacrifier leur vie personnelle pour leur engagement professionnel. On va revenir justement à la façon dont cette Gen Z qui arrive justement maintenant dans le monde du travail transforme aussi les perspectives de ses propres employeurs. On continue à en parler dans la deuxième partie du talk. Vous le savez aujourd'hui, avec nous, Jean-Jacques Gressier pour l'Académie du Service et Estelle Jouan-Rollin pour la Carabane Conseil sont avec nous. On continue à parler de vos baromètres communs et j'allais dire quasiment complémentaires de vos études qui nous permettent de mieux comprendre comment à la fois collaborateurs, collaboratrices, clients et clientes jugent aujourd'hui la qualité de service des entreprises auxquelles elles ont affaire. Je voulais juste revenir avec vous sur une partie des discussions qu'on avait tout à l'heure, Jean-Jacques, parce que vous nous disiez, dans le baromètre 2023 de l'Académie du Service, vous prenez donc en compte une véritable symétrie des attentions, de l'engagement et de la satisfaction, côté collaborateur et côté client. On voit que, justement, ce sont les services peut-être dont on a le moins la notion du coût qui sont les moins bien notés. On le dit tout à l'heure, les administrations, l'éducation évidemment qui nous occupe aujourd'hui, et puis aussi la santé. En tant que client, en tant que cliente, on n'a pas forcément une idée, encore une fois, du coût que cela représente. De la valeur du service. Exactement, ce qui veut dire qu'on est peut-être plus enclin à leur demander encore plus. Alors, je pense que ça peut jouer, mais si on prend le secteur de l'éducation, et comme on disait sur l'éducation plutôt post-bac, il y a beaucoup d'élèves ou de parents d'élèves qui financent les études de leurs enfants. Donc, ce n'est pas des milieux où le coût n'est pas... Et le coût est significatif. On a fait des études sur qu'est-ce qui va changer la perception du service ou de la relation client. Et on a compris qu'en fait, la situation quand j'ai l'impression d'être servi par un monopole, ça change profondément mon niveau de satisfaction. Parce qu'en fait, le fait de ne pas avoir le choix crée un sentiment d'enfermement. Et regardez bien, quand vous voulez prendre le train en France, vous n'avez pas le choix, vous prenez la SNCF, ça génère uniquement un bouche à oreille négatif. C'est-à-dire que vous ne parlez pas du train qui est à l'heure, vous ne parlez que des trains qui sont en retard. Donc si que je suis élève, puisqu'on parle du monde de l'éducation, j'arrive dans une institution scolaire où j'ai eu le sentiment de ne pas avoir le choix. En fonction de mon parcours, c'était le seul endroit où je pouvais aller. Forcément là, quand je vais vivre mon expérience, je vais avoir un a priori plutôt négatif, puisque je n'ai pas eu ce choix qui fait de moi un être humain libre de partir quand il veut et d'exprimer ses désirs.
Donc c'est plus le facteur de choix que le facteur de perception du coût qui va jouer sur l'expérience. Et si je continue avec votre métaphore sur la SNCF, ça veut dire quoi? Qu'avec l'ouverture à la concurrence, on est peut-être, finalement, c'est peut-être un mal pour un bien pour la SNCF, dans la mesure où il y a enfin la possibilité de pouvoir comparer le service à délivrance égale. Oui, plus le client a le choix, plus en fait il va avoir un bouche à oreille positif et négatif en fonction de sa satisfaction, et plus le personnel qui le sert, on lui dira plus merci, parce qu'on aura justement une relation, on va dire, d'égal à égal. Si je n'ai pas le choix, je suis asservi par les personnes qui me servent. Et ça ne facilite pas la relation avec le personnel, donc ça ne facilite pas la vie des collaborateurs. Et il faut bien prendre conscience de ce phénomène qui, encore une fois, est plus important que la notion de prix, qui ne joue pas toujours dans la perception. Ce bouche à oreille et cette perception, Estelle, c'est ce que vous prenez aussi en compte dans vos enquêtes et dans vos baromètres avec la Caravane Conseil. Je rappelle que votre cœur de métier et d'expertise, c'est de pouvoir essayer de résoudre une équation qui parfois paraît impossible, parents et salariés, ou aidants et salariés, parce qu'on n'est pas forcément toujours parent, on peut être adulte référent ou en tout cas aidant d'un parent dans son cercle proche. C'est si impossible que ça. C'est pas si impossible que ça. En fait, il y a des leviers qui sont assez simples pour arriver à résoudre 80% des problématiques des parents salariés. Moi, il y a un truc qui me marque énormément quand on fait les enquêtes parents salariés dans les entreprises, c'est qu'il y a un nombre incroyable de parents dans le blog d'expression libre qui nous remercient de prendre en charge ce sujet et qui nous disent enfin, vous mesurez à quel point c'est ultra compliqué. Et je vous parlais tout à l'heure des familles monoparentales. Effectivement, il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, il y a 30% des familles monoparentales qui sont en dessous du seuil de pauvreté. C'est quand même un chiffre qui fait froid dans le dos. Et on arrive, grâce à des mesures de parentalité pertinentes, à éviter justement que les personnes qui sont en famille parentale démissionnent parce qu'elles n'arrivent plus à tout gérer. Et il faut du coup réussir à prendre en effet en compte pour ces employeurs l'intégralité de la vie de leurs collaborateurs, de leurs collaboratrices. On ne se coupe pas de 50% de sa journée quand on entre justement le matin dans son entreprise. Est-ce que le fait aussi aujourd'hui qu'on soit, notamment depuis la crise du Covid, depuis les confinements, dans des journées aussi de travail qui forcément sont protéiformes, c'est un peu un Rubik's Cube finalement de l'emploi du temps à manager. Est-ce qu'on a aussi des employeurs qui sont plus enclins à être réceptifs sur ces questions parce qu'ils se rendent compte que, encore une fois, il faut compiler quasiment 4 emplois du temps dans une journée pour réussir? Oui, c'est exactement. En fait, les employeurs, ils ont d'abord conscience de la situation des parents salariés qui avant étaient vraiment masqués. Peut-être parce qu'ils le sont eux-mêmes, non? Voilà, souvent parce qu'ils le sont. Oui, mais ils l'étaient, mais ils ne le disaient pas, parce que ça ne se faisait pas. On laissait les problèmes personnels à la porte. Et puis, il y a un autre phénomène aussi, c'est tous les phénomènes de démission. Et les problématiques de recrutement, les enjeux de recrutement. Donc ça, il a vraiment fallu se pencher sur les sujets, voir ce qu'on pouvait faire et essayer de trouver des solutions pour que les gens qui cherchent du boulot puissent se projeter dans votre entreprise en tant que parents salariés. De ce point de vue-là, là aussi, la crise du Covid et les pandémies, et surtout les confinements, ont totalement changé aussi la façon dont on peut percevoir cette expérience et cette satisfaction tout en tant que client, que collaborateur. C'est vrai que la crise du Covid et puis celle qu'on suivit, parce qu'il n'y en a pas une qu'une seule. Puis je sens qu'on ne va pas s'arrêter là, bizarrement. Mais... Voilà, non, mais ça a changé le rapport au travail. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui de société, c'est comment est-ce qu'on pourrait revaloriser le fait d'avoir un travail et d'être heureux dans son travail, plutôt que de dire qu'on souffre au travail. Je pense qu'il y a des métiers qui sont pénibles, mais la majorité des métiers, on peut s'y réaliser. Et c'est bien l'ambition que nous avons, nous, en déployant la symétrie d'attention. Mais ce qu'on voit au travers cette évolution, parce que la Covid n'a rien créé, elle a accéléré des transformations. Et révélé, finalement. Elle a révélé et accéléré. Ça, c'est une évidence, mais aujourd'hui, l'ensemble des collaborateurs souhaitent être pris en considération dans la totalité des êtres qu'ils sont. Mais on parle souvent des démissions et tout ça, ou du turnover. Le quiet quitting, qui est vraiment devenu une tendance absolue sur les réseaux sociaux, mais pas que, dans la vraie vie aussi. Il y a des choses qui se sont accélérées. Moi, j'ai travaillé longtemps dans l'hôtellerie. Je connaissais des hôtels qui n'avaient pas de turnover et qui n'avaient pas de mal à recruter. Je connais aujourd'hui des centres de relations clients donc, qui gèrent la relation client au téléphone, dont on dit qu'ils ont des tas de problèmes. Je connais des centres de relations clients qui n'ont pas de turnover. Donc ça montre que des solutions, elles existent. Et c'est bien qu'il y ait des offres qui permettent aux managers de savoir qu'il y a des solutions possibles. Parce que souvent, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que ne connaissant pas les solutions, certaines entreprises ont pensé que la solution pour faire de la rétention de collaborateurs, c'était les packages de rémunération. Et ça, c'est très dangereux.
Parce qu'en fait, oui, aujourd'hui, les rémunérations sont connues. Il faut payer les gens le juste prix. Il faut qu'ils aient le nombre de jours de congés payés qui est normal dans la vie qu'on mène. Encore faut-il qu'il y ait une équité salariale homme-femme. Je dis ça comme ça en regardant un stade. Il y a encore des progrès à faire, mais ça progresse. Mais de penser que la seule solution pour retenir ces salariés ou pour les faire venir, c'est le package, comme on pourrait dire, sa rémunération congé, c'est une erreur grave. Et ça peut même être très dangereux. Moi, je connais des entreprises qui ont tellement amélioré le package que les mauvais, ils partent pas. Mais les bons, ils partent. Parce qu'on ne leur a pas satisfait l'intégralité de leurs désirs, de ce qui peut provoquer. Ça veut dire quoi, Jean-Jacques et Estelle, que ce nouveau package de rémunération, en fait, c'est un package de valeurs? On ne va pas quitter une entreprise qui est fidèle à ses valeurs et en laquelle on croit fondamentalement. Oui, on ne quittera pas une entreprise qui a du sens, dans laquelle le travail qu'on accomplit fait sens pour nous, individus. C'est pas là, on parlait de la parentalité qui est un vrai sujet, mais on prend le sujet de l'environnement. On voit bien que ça nous préoccupe tous de plus en plus. Qui est extrêmement mal noté d'ailleurs dans votre baromètre. Oui, je me permets de renchérir sur la question de l'environnement, mais c'est tout secteur confondu. Hein. Oui, mais parce que le besoin qu'on a, que cette problématique générale du futur de la planète soit prise en considération est tout aussi important chez les salariés que chez les clients. Mais c'est un tel sujet qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui permettent à leurs collaborateurs, X temps par mois, de consacrer du temps en étant payés dans des associations, par exemple, mais qui ne sont pas même liées à l'entreprise. De façon à ce que, effectivement, sur mon temps de travail, je puisse travailler en étant très engagé, mais aussi parfois faire d'autres choses qui répondent à mes valeurs et à mes aspirations profondes. Et ça, c'est des packages plus intelligents que de regarder que la feuille de paye. Parce que la feuille de paye n'est pas... Ça peut être une raison de ne pas venir. Si on sous-paye, il n'y aura personne. Mais la feuille de paye n'est pas la seule solution pour conserver ses collaborateurs. Estelle Gaël, la nouvelle rémunération, c'est celle du sens. Là, j'ai une ouverture d'une grande zone commerciale pas loin de Vernon. Et les commerçants, la difficulté qu'ils ont aujourd'hui, c'est d'être capable de garder et de fidéliser leurs salariés. Beaucoup de femmes monoparentales avec des petits contrats à une vingtaine d'heures, sous le SMIC, là, forcément, ça tombe. Enfin, elles sont payées au SMIC, mais en dessous du SMIC à 35 heures. Et ce critère, justement, de pouvoir garder mes enfants, de pouvoir jongler avec les horaires, combien de temps de télétravail je vais avoir, même si ce n'est pas un mode de garde, le télétravail. Mais c'est aussi une question, et je le vois aujourd'hui avec mes enfants, qui m'accompagnent régulièrement chez mes clients ou en plateau parfois, et dans les rédactions. Ce critère de bien-être de mes enfants, c'est une des choses aussi qui me permet aussi de me déplacer, d'accepter ou pas des missions. Je me souviendrai toujours de la remarque de mes enfants, si c'est un grand ESN, qui m'ont dit « Papa, c'est nul, ils ne nous laissent pas rentrer ». Alors que sur la base militaire, on a pu rentrer. Et j'ai refusé de faire le rendez-vous parce que je ne pouvais pas me séparer de mes deux enfants. Et ça m'a profondément marqué pour à la fois cette raison de mes enfants qui s'expriment à ce moment-là, mais aussi pour les femmes qui étaient présentes et majoritaires, qui se sont rendues compte qu'elles-mêmes étaient les premières victimes de ça, puisqu'elles ne pouvaient pas venir travailler si elles avaient un enfant malade ou un problème, une problématique dans l'école qui les héberge. Parfaite transition pour vous, Estelle, et on va terminer justement avec vous sur cette question. Il y a quand même toujours, malgré tout, une façon de genrer la parentalité en entreprise. En gros, pour la faire courte, ça retombe toujours sur le dos des collaboratrices et pas forcément des collaborateurs. De moins en moins, d'abord parce qu'aujourd'hui les jeunes pères ont une réelle volonté de s'engager dans leur responsabilité familiale. Ce que j'adore aujourd'hui avec ce sujet, c'est qu'on n'est pas du tout sur une thématique où les pauvres mamans sont victimes parce qu'elles ont toute la charge familiale et les méchants papas en profitent pour faire une super carrière. Pas du tout. Aujourd'hui, les jeunes générations ont vraiment un désir d'égalité, d'équité et de rétablir ces liens-là. On parle notamment d'entreprises qui accordent des congés paternité rémunérés aussi longs que les congés maternité. À partir du moment où les congés paternité et maternité seront aussi longs pour les hommes que pour les femmes, il n'y aura plus de discrimination parce que l'impact de l'enfant sera la même, quel que soit le genre du salarié. Et ça nous permet aussi de souligner la très bonne initiative d'une entreprise française qui a adoubé le congé mensuel dans son entreprise, justement cette semaine ici en France, après que l'Espagne, et notamment fait passer des lois extrêmement progressives sur le sujet. Jean-Jacques, le mot de la fin avec vous. J'avais l'impression que vous vouliez réagir. Oui, vous avez réagi. Je trouve que c'est effectivement, là, par rapport à la parentalité, il faut reconnaître que le fait que les congés des pères aient été augmentés a changé le regard des employeurs sur le phénomène. Pardon. Je vous en prie.
d'avoir des papas qui ont des enfants. Ça a changé notre regard et ça procède d'une évolution positive de la société. Bon, aucun invité n'aura été maltraité sur ce plateau. On va laisser Jean-Jacques justement reprendre son souffle. Nous, en tout cas, on vous dit merci infiniment, Jean-Jacques, Estelle et Gaëlle, d'avoir été avec nous sur ce plateau pour parler de ce thème si important. Comment réussir à justement stimuler l'engagement des collaborateurs et des collaboratrices et puis réussir à gagner plus de satisfaction, peut-être aussi côté client, avec ce parallèle sur le monde de l'éducation. On se retrouve, nous, dans quelques jours à nouveau sur School TV pour continuer nos aventures au pays du futur.